Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion sur KTO. Nous continuons notre série de carême sur les péchés capitaux comme structure de péché, après l'acédie, le découragement, la gourmandise, la démesure. Nous abordons aujourd'hui un péché souvent jugé honteux, mesquin, c'est l'envie. Saint Thomas d'Aquin la définissait comme la tristesse face au bien d'autrui. Mais à l'ère du numérique et de la mondialisation, l'envie n'est plus seulement une affaire de voisinage, elle est devenue systémique. C'est la structure même des réseaux sociaux qui fabrique notre attention. C'est aussi la structure des relations internationales où les nations ne cherchent plus seulement à s'enrichir, mais aussi à empêcher l'autre de réussir, voire veulent s'emparer de leur territoire. Pour comprendre comment l'envie façonne notre monde, de la Silicon Valley au Groenland, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Ramel. Bonjour. Bonjour. Frédéric Ramel, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po et vous êtes chercheur aussi au CERI. Et puis, on se retrouve. Bonjour, Stipe Odak. Bonjour. Vous nous accompagnez pendant toute cette série de carême. Les téléspectateurs vous ont déjà vu depuis deux semaines. Vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain. Et donc, traditionnellement, c'est vous qui commencez l'émission en nous rappelant un peu, on va dire, comment la tradition a défini l'envie. Comment est-ce que vous définiriez l'envie ? Tout à fait. Donc, catéchisme de l'Église catholique suit la définition de Thomas Aquin et l'envie est définie comme la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier. Catéchisme rappelle aussi, suivant l'Augustin, que c'est le péché diabolique par excellence. Et pourquoi l'envie est vue comme péché par excellence ? Il y a lien avec l'idée générale de péchés capitaux. Et c'est quoi ça ? Ils ne sont pas le péché le plus grave, on a bien expliqué dans les émissions précédentes, mais sont péchés qui sont capables de générer d'autres péchés. C'est ça. Et pourquoi l'envie finalement ? Finalement, Grégoire le Grand, il a pensé que l'envie est capable de construire ou engendrer l'haine, médisance, calomnie, etc., etc. Et on sait très bien que la Bible commence avec péché, l'accident, enfin le crime de l'envie. C'est fratricide, Caïn contre Abel. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous expliquez qu'il y a à chaque fois, vous nous dites presque que le péché qu'on traite, c'est le péché qui est le capital des capitales. Exactement. Chacun a son péché capital favori, quoi. Exactement. Il y a plusieurs théories théologiques qui expliquent qui est le péché de tous les péchés. Et parfois, c'est l'orgueil. Parfois, qu'on a vu la dernière fois, c'était la gourmandise. Et parfois, c'est l'envie. Et pourquoi finalement l'envie ? Nous avons déjà dans le livre de sagesse, citation où le péché est entré dans le monde par l'envie du diable. On voit clairement dans la tradition de Milton, Paradise Lost, Paradis perdu, une autre citation, présentation du diable comme voyeur. Il se trouve dans l'Éden, il observe Adam et Ève comme deux êtres innocents et finalement, jalousie et envie arrivent. Il explique finalement que je suis là où, finalement, que l'enfer est là où je suis. Hell is there where I am. Ça nous explique une autre géographie de péché. Effectivement, que l'enfer n'est pas déplacé dans un endroit spécifique, l'enfer se trouve où l'envie est placée. Et finalement, ça explique une autre vision, pourquoi l'envie, c'est une ouverture envers tous les autres péchés. Ça veut dire que finalement, quand vous avez l'envie, par rapport à la gourmandise, qui était plutôt un péché assez agréable, l'envie, c'est l'enfer en fait. Et finalement, l'envie est moins fun parmi tous les péchés capitaux, on peut dire. Dans l'envie, il n'y a pas plaisir directement attaché, comme c'était le plaisir attaché à la gourmandise ou luxure, ça c'est très facile à voir. Pourquoi ? Par l'envie, il y a corrosité à l'intérieur. On sent des émotions de peur, de désir, quelque chose qui brûle. Même dans la description littéraire, on peut trouver des métaphores de flamme, de corrosion, mélancolie, peur, etc., etc. Donc, ce n'est pas agréable. Et dans les descriptions visuelles, on peut trouver même de Giotto, une représentation très connue, la représentation de l'envie comme un serpent, mais qui fait une forme d'autophagie,
qui se courbe envers la personne. Ça veut dire que l'envie sortit de nous, mais elle fait un retour, effet boomerang, elle est capable d'aveugler la personne et finalement créer toutes les perceptions autour d'envie. C'est une forme de directive de notre regard. Est-ce que ça a du sens, l'envie dans les relations internationales? Est-ce que ce que vous venez d'entendre, ça fait écho à des choses? Est-ce que vous voyez des dirigeants? Est-ce que vous voyez des pays? Alors oui, il y a des dirigeants, mais peut-être pour faire écho à ce que disait Stipe, revenir à un philosophe du politique qui a cristallisé cette place de l'envie dans la compréhension à la fois de la politique à l'intérieur des États et également entre les États. C'est Rousseau. Rousseau qui nous dit que l'envie n'existe pas à l'état de nature, qu'avec l'apparition de la société, l'envie et l'ostentation, la comparaison devient très importante. Et Rousseau est l'un de ceux qui a mis en relief l'existence de cette ostentation entre les États. C'est-à-dire que les États cherchent à se comparer en permanence, à avoir plus que les autres en permanence. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on perçoit la place de plus en plus importante de cette envie avec des incarnations de dirigeants, en particulier des grandes puissances, je pense à Vladimir Poutine ou à Donald Trump, qui sont des incarnations de l'envie aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tenus par un péché d'orgueil ou est-ce que c'est aussi leur job, leur boulot d'une certaine façon? Parce que s'assurer que tel ou tel voisin un peu remuant ne devienne pas dangereux, il vaut mieux le récupérer. Est-ce que c'est pas rationnel d'être envieux? Alors, il y a une forme de rationalité, mais il y a aussi une forme de démesure. Si je prends le cas de Donald Trump, par exemple, dans sa stratégie de sécurité nationale, qui est sortie en novembre 2025, on a des conceptions du rapport à la politique étrangère qui n'a plus rien à voir avec ce qui était à l'ordre du jour depuis, je dirais, la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire une volonté de considérer que l'hémisphère occidental appartient aux États-Unis, qu'on peut annexer des parties de ce territoire sans aucune limite, et que dans cette perspective, il n'y a plus de mesure. Prendre le Groenland pour des raisons qui sont liées à l'existence de ressources naturelles ou tout simplement du point de vue symbolique de considérer que ce serait une annexion qui permettrait d'agrandir le territoire des États-Unis au moment du 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Et également de considérer qu'avec ce Groenland, on revient, enfin cette annexion du Groenland, c'est une certaine conception de la doctrine Monroe. Doctrine Monroe, c'est la doctrine par laquelle, au début du 19e siècle, le président Monroe considérait que cet espace-là ne devait pas être parasité ou influencé par des puissances extérieures. À partir de la fin du 19e siècle, avec Roosevelt, Theodore Roosevelt, on a l'idée que cet hémisphère occidental, les États-Unis peuvent intervenir militairement. Et avec Trump, on a le retour à cette interprétation expansionniste, mais aussi extrêmement coercitive qu'avait Roosevelt de la doctrine Monroe, avec l'idée je peux employer des moyens violents pour pouvoir garantir la sécurité de cet hémisphère occidental, mais de façon, je dirais, complètement attentatoire au droit international existant depuis 1945. Juste pour ajouter, ça explique aussi les liens entre plusieurs péchés. On voit clairement que l'envie pour générer, créer aussi violence, mais aussi la haine après, et un manque de confiance. Ce n'est pas par hasard que traditionnellement, l'envie était opposée à la charité. Donc charité, évidemment, c'est tout à fait pas pareil de partager un endroit ensemble. On peut créer une fédération, on peut créer une relation entre des États, différents États dans le plan global, mais ça, c'est pas le même mécanisme comme occuper, annexer quelque chose. Donc Groenland, potentiellement, pour exister comme un endroit partagé, dans le cadre de bienveillance, mais ça c'est complètement l'inverse, ça suit une autre logique que la logique de l'envie. Donc Joseph Epstein, un autre Epstein, oui, c'est pas le pédophile. Exactement. Donc il a écrit un livre dédié complètement à l'envie. Il a dit la logique de l'envie, c'est une phrase assez simple.
et pourquoi pas moi? Donc, la mélancolie, c'est toujours pourquoi moi? Et ici, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi l'autre nation? Et pourquoi pas moi? Et il y a deux éléments, désir d'objet, mais aussi une forme d'orgueil, de puissance et hubris, de désirer et se penser capable d'avoir cet objet, et manque de ça, si ce n'est pas possible, même détruire l'objet plutôt que laisser aux autrui de profiter de cet objet. Est-ce que vous direz qu'il y a cette hubris? Hubris, c'est-à-dire cette absence de limite, en fait, cette façon d'être hors cadre, quoi. Oui, il y a présence de cette démesure. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le discours prononcé par Marco Rubio, qui est l'actuel secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, au moment de son audition devant le Sénat pour être nommé officiellement comme secrétaire d'État. Il considère que le système des Nations Unies, le système depuis 1945, n'est pas simplement obsolète, il est contre les États-Unis. Autrement dit, on avait un dispositif auquel les États-Unis avaient contribué à façonner. D'ailleurs, ils avaient plus ou moins dévié de ce système, il faut aussi être très net. Ils s'en étaient servis. Voilà. Et ces États-Unis aujourd'hui considèrent que ce système est attentatoire à leur envie, les empêche d'aller jusqu'à pratiquer cette démesure. Ça me semble extrêmement significatif de l'existence de cette démesure qui consiste à considérer que les États-Unis sont une puissance omnipotente, alors que cette puissance, elle est liée d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, la puissance, lorsqu'elle s'exprime de façon trop violente, comme tu disais tout à l'heure, retourner contre cette même puissance. La démesure, on l'a eu pratiquée par exemple de la guerre à la terreur ou la guerre contre la terreur pendant cette première séquence du XXIe siècle où les États-Unis ont décidé en particulier d'aller en Irak et on sait très bien que ça n'a pas produit les effets escomptés. Donc l'usage excessif de la puissance ne produit pas forcément des effets positifs ou en tout cas des effets tels qu'ils ont été identifiés au moment où on a utilisé la puissance. Et qu'est-ce qui a fait que justement l'envie a pu s'exprimer comme ça? Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on était dans un système qui semblait à peu près stable et où on avait masqué, parce que vous dites bien qu'il y a quelque chose de presque de fondateur dans chaque État, d'avoir envie de l'État autre, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Donald Trump et le Trumpisme est symptomatique de la place des idéologies dans la compréhension du système international. On ne peut pas dissocier une idéologie, les idéologies, de ce qui se passe à l'échelle internationale. On a souvent considéré que l'espace mondial, c'est un espace qui est régi exclusivement par la raison d'État. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des idéologies. Or, Trump cristallise une certaine idéologie extrémiste, une idéologie néo-populiste et qui s'appuie sur une forme de dégradation de la démocratie à l'intérieur des États-Unis. Et cette dégradation de la démocratie à l'intérieur des États-Unis favorise l'expression de cette politique étrangère qui est néo-populiste, néo-souverainiste et qui est aussi nationaliste quelque part. C'est-à-dire qu'elle produit, elle vise une forme d'annexion de différents territoires. Donc c'est revenir au fonctionnement interne des États-Unis pour expliquer la politique étrangère. Et vous savez, les démocraties ont une certaine conception de la politique étrangère. Cette politique étrangère, elle met l'accent sur la coopération internationale pour améliorer les conditions d'existence des individus. C'est ça. Or, les politiques étrangères qui sont d'inspiration néo-populiste cherchent uniquement la coexistence entre souveraineté, entre États souverains, et certainement pas d'aller plus loin. C'est dans cette perspective-là quelque chose qui me semble être important d'avoir en tête. Est-ce qu'on peut décortiquer encore plus, Frédéric Ramel, l'ambiguïté politique de l'envie ici? Donc, on a parlé de la politique domestique, démocratie et politique étrangère des États-Unis. Curieusement, Bertrand Russell, un philosophe d'Angleterre, il a parlé que l'envie est souvent le moteur de démocratie. Pourquoi ça? Parce que dans un ordre fixe, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie de passer, chercher mobilité sociétale. Donc ici, l'envie est finalement ce qui pousse
les masses à chercher égalité, reconnaissance. On peut dire l'inverse, que l'envie, effectivement, est le facteur des conflits dans l'échelle internationale. Curieusement ici, qu'est-ce qui se passe dans votre présentation de la situation aux États-Unis? À l'intérieur des États-Unis, des désirs de reconnaissance sont frustrés et à la fois, on a cette fameuse hubris de pouvoir à l'extérieur. Comment vous regardez cette ambiguïté politique de l'envie? Je pense que vous mettez l'accent ici sur, en effet, l'ambivalence qui est inhérente à l'envie. On a des envies qui sont, je dirais, bien posées. C'est une demande de reconnaissance, demande à ce que l'altérité puisse, en effet, me reconnaître dans mon intégrité. L'envie qui est à l'origine aussi de la mobilisation politique, de la décolonisation, on ne peut pas considérer que c'est une envie qui est mal placée. La demande de reconnaissance, ici, elle est, en effet, légitime. Et puis, il y a l'envie qui déborde, qui consiste à ne plus voir l'altérité comme, en effet, un autre soi-même. Donc là, oui, il y a une distinction à opérer. Et à nouveau, on voit la distinction qui est en train d'être activée aux États-Unis. Lorsque Donald Trump décide de sortir de 66 organisations internationales, de sortir de l'OMS, de ne plus financer une part phénoménale de l'aide humanitaire et de l'aide au développement avec la dislocation du CED, c'est la volonté justement de sortir de cette envie positive, c'est-à-dire l'envie d'aider son prochain. On est ici sur la charité, qui est peut-être aussi une autre forme d'expression, de cantonner l'envie. Donc, l'existence des Nations Unies, qui est une forme de canalisation, encore le secrétaire général Guterres ne cesse de le dire depuis plusieurs années, et encore en janvier dernier, lorsqu'il a parlé de l'état de droit. Lorsque les États ne respectent plus l'état de droit, c'est en effet le règne de cette envie que tu évoquais. On voit que dans les relations internationales, vous avez les deux expressions. Et c'est vrai que cette autre expression mentionnée, qui est une envie posée, canalisée, fondée sur une demande de reconnaissance légitime, elle est présente, mais elle est marginalisée. Et là, on voit dans toute sa splendeur, malheureusement, exprimer le retour à cette envie qui est une envie, il me semble, destructrice. Et autofocalisée, finalement. Dans le premier cas, même dans la tradition d'internationalisme, institutionnalisme, on cherche à créer des institutions ensemble à partir de l'envie partagée de mettre d'accord autour de droits humains, les lois, etc. Dans le deuxième cas, c'est toujours le pouvoir qui est concentré sur le porteur de pouvoir et désir de posséder, voire détruire ce qui est l'objet extérieur, l'objet de désir. Et ce qui peut, si tu me permets, c'est qu'il me semble qu'il y a aussi, à l'heure actuelle, dans la conception du pouvoir, il y a non seulement le pouvoir à la Maison-Blanche incarné par Trump, mais il y a aussi toute cette ribambelle d'acteurs privés, acteurs en effet de la big tech en particulier, mais aussi d'autres composantes, qui cultivent cette envie fondée sur l'accélération du monde, la technologie, avec l'idée qu'on peut articuler d'ailleurs une forme néo-réactionnaire du pouvoir avec une production technologique et avec l'usage du numérique extrêmement fort. Là, c'est des envies qui sont particulièrement symptomatiques du monde dans lequel nous vivons, avec peut-être l'envie suprême, c'est-à-dire sortir de notre condition, c'est-à-dire partir de la planète, aller sur Mars. Là, c'est une envie technologique, mais qui nous sort de notre condition. Oui, toujours une idée d'annexion. Alors, on va revenir sur ces questions, du numérique, mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui, par exemple, vit au Sahel, ou sous le Sahel, et qui se dit, pendant des années, les États-Unis ont été les garants d'un ordre qui, finalement, nous interdisait l'envie, nous mettait à notre place, etc. Et puis là, tout d'un coup, ils changent les règles. En fait, est-ce que la situation d'avant, c'était pas aussi une manière cynique, vous voyez, d'obtenir d'accroître la puissance des États-Unis par d'autres moyens, mais en fait, c'était quand même
toujours la puissance américaine et des Européens qui s'exprimaient. L'envie d'avoir la planète. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, il y a incontestablement l'expression de cette envie dans l'histoire du XXe siècle et même du XIXe sur la colonisation. Oui, possession, il y a envie de dominer, tout simplement. Ça, c'est incontestable. Par contre, il y a quelque chose qui a changé, je dirais. Il y a un premier moment, c'est Bandung, où vous avez des États en pleine guerre froide qui disent non, on peut imaginer un monde sans vous, et nous aspirons nous aussi à l'universel. Et puis aujourd'hui, il y a tout ce mouvement, alors des BRICS, les puissances émergentes, et puis aussi un certain nombre d'États en Afrique, l'Afrique du Sud, ou même l'Égypte, etc., qui aspirent à une forme de reconnaissance. Et je pense que ce qui est quand même assez nouveau dans l'histoire des relations internationales, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans eux. Ce qu'on appelle le Sud global, dont il faut utiliser cette expression avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a en fait une très forte diversité de ces États qui composent le Sud global. Mais ce Sud global fait partie aujourd'hui de l'équation. Il fait partie, il est sur la scène. Et donc, la nécessité de travailler à l'universel et reconnaître justement le rôle de ces États des Suds est aujourd'hui capital. Et est-ce que ça ne serait pas là que viendrait la solution ? C'est-à-dire, quand on voit comment se comportent ceux qui, pendant des années, ont régulé le monde, est-ce qu'on ne peut pas espérer que, je ne sais pas, l'Amérique du Sud, l'Afrique, nous proposent une solution alternative ? Alors, il y a des solutions qui peuvent s'établir à différents niveaux, à l'échelle d'abord de leur région, de travailler à cet égard. Mais de travailler justement je dirais, réguler nos conduites. Mais il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. On ne parle pas assez de la réforme du système des Nations Unies. Il y a une demande des Nations Unies. Il y a une critique très forte du double standard des Occidentaux de la part de ces États du Sud, et à juste titre. Mais il y a aussi une demande de réforme, de rénovation. Il y a une deuxième charte des Nations Unies qui est en cours de rédaction. Et parmi les États les plus allants, on a l'Inde, on a l'Afrique du Sud, on a le Brésil, qui soutiennent cette dynamique. Ça me semble assez, significatif de cette volonté de changer à partir des États du Sud. Oui, pour ajouter, si je peux. C'est vous le fil rouge, hein. On parle, mots-clés, universalisme, universalité, quelque chose qu'on partage. Dès qu'il y a désir à faire ça, on est toujours dans le cadre de charité. Donc ici, on a deux options. Imaginons, le monde a été caractérisé par la domination. L'option 1, on cherche à changer ça, chercher un équilibre ensemble. Option 2, dans la critique de Nietzsche de ressentiment, je désire votre pouvoir, je désire même pour moi vos vices qui vous avez utilisés avant et moi je n'avais pas l'accès. La deuxième forme d'imitation d'envie d'autrui, c'est une forme d'égalité, fausse égalité finalement, c'est la solution destructrice. Oui, mais justement, est-ce que ça serait celle qu'on aimerait bien, mais on est un peu mal placé en tant qu'Occidentaux pour donner des leçons. Soyez meilleurs que nous. Ah ça, pas forcément meilleur que... Non, ne faites pas comme nous qui avons pendant des siècles assuré la puissance. Non, vous savez, nous, la colonisation, on s'en est bien rendu compte, hein, c'était pas si bien que ça. Oui, enfin... Oui, mais on espère qu'on partage l'histoire. Donner des leçons à partir de ce qu'on a fait de mal, c'est compliqué. Mais finalement, ce qui est important est tirer de colonisation, que la solution pour la colonisation n'est pas la coloniser de colonisateurs pour la deuxième fois, mais arriver à la conclusion que la colonisation telle qu'elle, comme le processus et colonisation qui existe dans une autre forme aujourd'hui, est une forme de mal à déconstruire ensemble, et que finalement, colonisation, c'est pas uniquement le désir d'avoir, s'il y a une forme de autodestruction. Colonisation était négative même pour les colonisateurs, pas uniquement pour les victimes directes, parce qu'elle a créé un déséquilibre mondial, mais aussi une forme, une culture de domination au sein des pays colonisateurs, aux formes de ce qu'on regrette aujourd'hui, en fait. Donc,
La deuxième solution, devenir porteur de puissance négative pour avoir la chance pour moi-même, ça me semble comme négatif, nocif dans tous les sens. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Alors, vous aviez commencé à en parler. Il y a aussi la question de ces économies liées au numérique, etc. Là aussi, vous voyez une forme d'expression de l'envie, d'expression de... Totalement. C'est-à-dire qu'il y a un capitalisme de surveillance. Alors, qu'est-ce que vous appelez un capitalisme de surveillance, c'est l'idée que le modèle économique et la prospérité de cette forme du capitalisme va mettre l'accent sur la surveillance des envies des individus ordinaires. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, Google a changé son modèle économique. Son modèle économique, jusqu'en 2002, était fondé sur la monétisation de la publicité sur les moteurs de recherche. Et à partir de 2002, ils ont changé leur modèle économique. Ils se sont focalisés sur la préférence des consommateurs, c'est-à-dire identifier ce que cherchent les individus au quotidien et leur donner directement ce qu'ils veulent personnellement. Et les algorithmes sont tellement aujourd'hui sophistiqués, c'est que non seulement ils parviennent à répondre aux envies des individus, mais ils parviennent aussi à fabriquer les envies futures, à orienter nos envies. Et là, on est dans un capitalisme qu'on pourrait qualifier de l'attention. Attention, alors pas au sens bienveillant, attention à les désirs que l'on doit assouvir des consommateurs. Et ce contexte de l'économie de l'attention, du capitalisme de l'attention, tient aussi à la démocratisation de ces numériques. Comme ils sont extrêmement diffusés, disséminés, tout le monde peut y accéder, cela crée justement ce capitalisme de surveillance. Oui, donc on passe des envies, peut-être légitimes, à l'envie globale, c'est-à-dire posséder, etc. Et en quoi ça rentre dans les relations internationales Ça rentre dans au moins deux manières. La première manière, elle est d'ordre, je dirais, des esprits. C'est-à-dire que vous pouvez ainsi canaliser, vous pouvez forger des esprits. Et donc là, on est dans les formes d'ingérence. Il y a un certain nombre de cas qui se sont manifestés maintenant depuis quelques années sur ce qu'on peut appeler une forme d'hybridité de la conflictualité contemporaine dans l'espace mondial, c'est-à-dire l'utilisation de ces supports numériques pour influencer les opinions des autres sociétés. Et puis, il y a une deuxième manière qui est beaucoup plus insidieuse, il me semble, mais qui est aussi symptomatique de l'envie de nos sociétés modernes. C'est-à-dire que tous ces outils numériques que nous utilisons au quotidien, c'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas non matériel, c'est ultra matériel. Pour fabriquer ces outils, il nous faut de la matière, il faut extraire des ressources naturelles, et ça accélère notre extraction, notre volonté d'extraire de plus en plus de ressources naturelles. Donc une empreinte écologique supplémentaire et là encore des avis, des appétences de la part des États et des acteurs privés pour aller chercher ces terres rares. Aujourd'hui, la Chine est d'ailleurs l'une des principales économies qui garantit la transformation de ces ressources, mais qui se fait aussi dans une volonté de maîtrise de ces ressources. Je parle ici des approvisionnements. Et donc, cela crée quoi? Cela crée encore l'envie de extraire, de maîtriser encore plus notre planète, de contrôler la nature, quelque part. Et cela, ce n'est pas favorable à la deuxième envie que tu évoquais tout à l'heure, c'est au contraire une envie posée, de sobriété. On est aux antipodes de cette conception-là. Et j'ajoute juste une petite réflexion par rapport à ça. Effectivement, quand on parle d'attention dans le champ politique, l'intention, c'est une forme de ressource aussi. On a besoin d'attention, de s'engager dans les débats politiques, des libérations publiques, etc., etc. Si l'attention est attirée sur des logiciels, des réseaux sociaux, en fait, il nous reste juste très peu de s'engager dans la vie politique. Ça veut dire quoi? Que l'envie, désir artificiellement créé est une forme de paralyse de la volonté politique qui change forcément aussi le paysage démocratique d'un pays.
Tu veux dire par là que, vous voulez dire par là que, c'est un peu du pain et des jeux, c'est-à-dire on occupe les gens où on canalise les désirs des gens et l'envie des gens avec un grand E vers des biens de consommation pour les endormir au niveau politique. Tout à fait. Donc, on a parlé dans notre émission de gourmandise, de création de désirs artificiels, dépasser des bornes, dépasser des frontières, et c'est très addictif ici. N'oublions pas que l'ennui est souvent le péché de proximité. Ça veut dire quoi? On a rarement l'envie vers quelqu'un qui est athlète professionnel. Maintenant, nous avons des Jeux olympiques. Moi, je n'ai pas forcément l'envie par rapport à quelqu'un qui est très loin de moi. Mais descendre une piste à 200 à l'heure, ça... Non. Ah non, ça ne tente pas. Mais par contre, nos voisins, quelqu'un qui est presque comme nous, mais un peu mieux, il, elle, ça pour créer l'envie. Et ça, finalement, par des réseaux sociaux, la comparaison est toujours là. Il y a ici l'image de quelqu'un qui est comme vous, mais juste un peu mieux. Si vous faites ça, vous pouvez devenir aussi encore mieux. Mais il n'y a pas de limite de comparaison, effectivement. Et ça attrape notre attention. Et qu'est-ce que les conséquences de l'attention qui est donnée sur la comparaison, sur l'envie? Des conséquences négatives pour la vie publique, c'est paralyse de volonté à agir, à changer. Il n'y a pas une histoire des pères de l'Église là-dessus? Ah, effectivement. Vous me l'avez raconté, je la trouve assez rigolote. Il y a une anecdote que Oscar Wilde a partagée. Finalement, il parle d'un archidémon, donc chef de démon, un peu propriétaire de magasin, se promène dans un désert à Libye. Et finalement, il trouve ses apprentis qui sont là, qui essaient de tenter à moi, expérimenter. Et il est capable de refuser toutes les tentations de chair, de plaisir. Et finalement, l'archidémon demande « Donne-moi une minute ». Il est là, il lui dit « Écoute, ton frère, il vient d'être élu d'archevêque d'Alexandrie. » Et finalement, il tombe dans la tentation. Qu'est-ce que le moral de cette histoire? Et finalement, que c'est la proximité, comparaison avec quelqu'un qui est presque comme nous, mais juste un peu mieux, ça c'est le moteur de l'envie, qui est moteur de destruction. Et finalement, une fois qui apparaît attrapé par l'envie, on perd toutes les autres puissances, toutes les autres possibilités. On est complètement concentré sur la comparaison et pas sur la possibilité d'agir mieux. Donc vous êtes bien sur KTO, nous parlons de l'envie en compagnie de Frédéric Ramel, professeur de sciences politiques à Sciences Po et de Stipe Hodak, professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain. Frédéric Ramel, justement avec la petite anecdote de Stipe, on va peut-être revenir aux relations internationales. Ce qui me frappe justement, c'est la globalisation. Avant, on l'a souvent dit, l'envie politique, c'était justement la guerre franco-allemande, donc une rivalité entre deux nations extrêmement proches. Ici, là, on a l'impression qu'il y a une sorte de globalisation de l'envie. Le Groenland, c'est vrai que c'est pas très loin des États-Unis, mais enfin c'est quand même plus loin que, comme on faisait autrefois, la politique du gros bâton, juste en dessous de ce qui s'est passé avec le Venezuela. Oui. Parce que la mondialisation est passée par là. La mondialisation, c'est un phénomène spatial qui renvoie à l'abolition des distances. On est de plus en plus exposé à des événements qui se produisent à des milliers de kilomètres et qui font résonance sur nous. Avec évidemment des différences, mais en tout cas, ça fait résonance sur nous. Et dans le cas du Groenland, oui, c'est une extension de l'hémisphère occidental. Tout dans l'argumentaire de Trump, il s'agissait aussi de privilégier, pour des raisons de sécurité nationale, le déni d'accès d'autres puissances comme la Russie et la Chine qui pourraient, en Arctique, avancer leurs pions. Mais cet argumentaire a suscité une réaction des Européens. Et là, c'est intéressant aussi de voir que vous évoquez le fait qu'on est de plus en plus sensible à ce qui se passe
dans des zones éloignées. Mais là, pour les Européens, c'est quelque chose de très, très proche aussi. C'est-à-dire que le statut du Groenland, lié au Danemark, c'est comme si ce territoire-là, qui fait partie de l'Alliance Atlantique, eh bien, était pris par l'un des membres le plus puissants de cette Alliance Atlantique. Donc, il y a quelque chose de dissonant du point de vue de l'analyse. Et la réaction des Européens qui étaient tellement sonnés, sidérés depuis l'arrivée de Donald Trump, là, se sont considérablement, je dirais, réveillés, ont considéré qu'ils avaient des moyens d'intervenir en disant « nous avons des capacités militaires que nous allons mettre à disposition pour montrer que, oui, nous aussi, dans l'Alliance, nous sommes là et nous participons à la sécurité de ce territoire. Donc, nous contribuons à la sécurité aussi de l'allié américain et nous avons aussi des moyens économique, l'instrument anti-coercition par exemple, de montrer que si vous continuez, nous allons rétorquer du point de vue financier et économique, avec la possibilité, enfin plus que la possibilité, le Parlement européen l'a fait, ils ont voté l'absence de confirmation du fameux traité commercial qui avait été signé en août dernier concernant le montant des droits de douane. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, vous avez raison, nous sommes dans un espace mondial où les choses résonnent, les événements résonnent, et parfois, face à l'envie du super grand, des moyens, on va dire ça comme ça, des puissances moyennes, peuvent contribuer à empêcher l'hubris du superpuissant. Pour approfondir juste la question d'émotion dans les relations internationales, je me pose la question, Frédéric Ramel, est-ce que c'est possible d'imaginer aussi un régime d'émotion au niveau, à l'échelle globale? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Par exemple, quand on parle de l'envie, c'est parfois l'objet externe que je désire, mais qui m'accuse également. Prenons l'exemple de Iago, syndrome de Iago dans l'Othello. Il préfère de détruire Desdemona, faire mourir Desdémone. Dans celle dont il est amoureux, mais dont il est amoureux, qui n'a pas, enfin, dont il n'est pas le mari. Enfin. Le mari, que voir Othello marié heureusement avec Desdemona. Et parfois, peut-être, est-ce qu'on peut imaginer dans les régimes autoritaires que je vois la démocratie à l'extérieur qui m'accuse. Ça, je ne peux pas voir, mais en même temps, je peux le détruire. Et est-ce qu'on peut expliquer peut-être l'invasion de piratage d'externes au sein d'Europe à travers de cette émotion d'envie et force accusatrice de l'extérieur, des émotions? Probablement, à travers le fait qu'on disait que cet espace mondial était caractérisé par la mondialisation, en même temps, c'est un espace qui est très hétérogène du point de vue des valeurs. Et toutes les idéologies autoritaires qui cherchent à l'heure actuelle à passer des alliances entre elles, c'est-à-dire quand on voit l'Argentine de Milei ou d'autres acteurs. Alors Bolsonaro a finalement a été au Brésil mis sur la touche, mais il y a toutes ces idéologies qui cherchent à imprimer en effet une destruction de la démocratie quelque part. Donc ça donne en effet crédit à cette idée de pousser à déstabiliser les démocraties pour faire avancer leurs propres intérêts. Avec, dans le cas entre les États-Unis de Donald Trump et les Européens, en fait un clivage sur c'est quoi la démocratie aujourd'hui. Une dissociation entre la conception trumpienne de la démocratie qui peut aboutir à une de la démocratie au profit d'un PDG, un super grand PDG réactionnaire, et puis de l'autre, une démocratie pluraliste fondée sur un certain nombre de valeurs et qui sont la retenue, et qui sont assez significatives des puissances, je répète, des puissances moyennes. Les puissances moyennes démocratiques, c'est quelque part le poumon de l'espace mondial et du multilatéralisme. Si vous altérez les puissances moyennes démocratiques, vous
tuer le poumon, quelque part, de ce multilatéralisme. Ce qui explique aussi que certains États, comme le Canada aujourd'hui, se veulent les fers de lance d'une autre voie dans l'espace mondial qui essaierait de canaliser l'envie de la superpuissance. Même si ce Canada, lui aussi, il n'est pas exempt de critiques. Lui aussi, il a des envies d'extraction du gaz de schiste dans les plaines, on est d'accord. Mais à l'échelle du système multilatéral, il y a la volonté de préserver et de canaliser l'envie. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on arrive lentement vers la fin de l'émission et évidemment, on aimerait bien avoir des solutions parce que se borner à constater la victoire universelle du péché, c'est un peu triste. Et là, ce que vous dites, c'est peut-être qu'il faut miser sur les puissances secondaires parce qu'on n'arrivera pas à réguler les puissances principales. C'est-à-dire il faut soutenir quoi, l'Europe, jusqu'où il faut soutenir? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à soutenir le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine? Ou est-ce qu'il faut plutôt viser plus gros l'Europe, Canada? Comment vous voyez les choses? Je pense que revenir aux puissances moyennes, de constituer des coalitions de puissances moyennes qui partagent un certain nombre de valeurs. En fait, il y a les valeurs. De principes politiques qui, sur des dossiers très particuliers, permettent de constituer des coalitions. Par exemple, sur les enjeux sans passeport. Quand je dis sans passeport, c'est des enjeux transnationaux qui nous exposent tous aux mêmes difficultés. On a eu quand même des victoires récentes. Il y a eu le traité sur les pandémies l'année dernière. Il y a eu le traité sur la haute mer qui a finalement est rentré en vigueur en janvier 2026. On voit qu'il y a des États qui cherchent encore à trouver des solutions et à canaliser ces envies mal placées, on va dire ça comme ça, du point de vue politique, et qui cherchent à en fait cultiver une énergie qui puisse favoriser une régulation des conduites. Donc puissance moyenne, et puis à l'égard de l'Europe, oui, l'intégration européenne aujourd'hui, elle est au pied du mur. Parce qu'à l'intérieur même des Européens, vous avez un clivage qu'on évoquait tout à l'heure sur c'est quoi la démocratie sur la question vénézuélienne, on a bien vu qu'il y avait une séparation très forte entre ceux qui n'osaient rien dire, ceux qui disaient c'est complètement inacceptable, comme l'Espagne et la Slovaquie, en disant le mode opératoire est inacceptable et Maduro non plus n'est pas légitime, donc le président vénézuélien. Oui, c'est ça, on pouvait maintenir les deux ensemble. Absolument, mais c'est une exception, puisque à l'autre bout du spectre, vous avez d'autres acteurs qui ont même considéré que c'était une opération légitime pour une forme d'attaque préemptive contre le narcotrafic. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de l'Europe, ce qui est compliqué, c'est de générer des points communs, des actions communes. Mais il est évident qu'à mon sens, l'Europe fondée sur un certain nombre de valeurs qui sont liées à son itinéraire, sa trajectoire historique, peut être une forme non pas de phare, ça serait trop fort, mais une forme de luciole, comme disait Pasolini, une luciole qui, dans le côté sombre du monde, peut éclairer les choses de façon prudente, modérée, et lorsque le superpuissant va trop loin, on réagit. Je suis tout à fait d'accord. On peut même poser la question comment on a changé des pouvoirs après la colonisation qui était là pour la première fois, au XIXe siècle. Par exemple, prenons l'exemple de l'Inde, c'était l'insistance sur les vertus qui a fait tomber un peu le système colonialiste. Vous voulez dire Gandhi? Oui. Gandhi, par exemple, en Inde, mais pas uniquement lui. Donc, numéro 1, insister sur les valeurs. Si on est là pour perdre les valeurs, quel sera le repère pour construire les puissances et coalitions? Et j'arrive sur le deuxième élément, ce sont des coalitions. Curieusement, dans Dante et dans l'Enfer, il parle d'Italie de période de Dante. Donc, c'est période de Renaissance où l'Italie a été fracturée. Dans le Purgatoire, donc Canto 13, il parle avec Sapia, qui a souffert, qui est là à cause de l'envie. Elle explique son histoire. Elle a dit, moi j'habitais à Sienne, et moi j'avais une énorme envie envers quelqu'un très proche à moi, qui est devenu le leader de Sienne. Elle a prié pour la défaite de Sienne. Moi, j'ai préféré la destruction de ma ville
que voir quelqu'un proche de moi gagner une victoire. Il montre que la fracturation basée sur l'envie va détruire finalement l'Italie. Et le changement a été créé avec des coalitions. Des coalitions ne sont pas uniquement bonnes parce que notre moralité nous dit que c'est très bien de faire des coalitions. Des effets des coalitions sont bien meilleurs, sont positifs et surtout en comparaison avec la frustration et fracturation basée sur les systèmes et la logique de l'envie. Je vous avais invité, Frédéric Ramel, d'ailleurs avec vous, Stipe Hodac, pour parler de la bienveillance. En fait, ce que vous défendiez dans ce livre, c'est le retour à la diplomatie, en fait. Est-ce que c'est une des questions, et une diplomatie bienveillante, est-ce que c'est une des solutions pour finalement mettre le haut là à cette envie débridée qu'on voit dans le monde? En tout cas, c'est une ressource. C'est une ressource qui doit être cultivée et qui, à nouveau, porte sur la reconnaissance de l'altérité, avec le partage d'un certain nombre d'enjeux qui nous sont communs. Et oui, ça suppose une bonne volonté. C'est ça. Des femmes et des hommes de bonne volonté, et il y en a. Il y en a dans les structures multilatérales, il y en a qui travaillent sur des choses qui peuvent paraître un peu prosaïques, mais je pense par exemple à la résistance mon Dieu. Tout ce qui relève des ah, mon Dieu. C'est où ça? C'est où? Où est-ce que ça se passe? On va chercher ensemble. En fait, il y a une déclaration qui a été signée en 2024 à New York par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pour l'anti-résistance aux antibiotiques. Voilà. C'est la résistance aux antibiotiques. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des mesures qui sont prises à la fois à l'échelle humaine, mais aussi à l'échelle animale. Et il y a une déclaration qui a été prise, un travail de fond, puisqu'il faut savoir que d'ici 2050, il va y avoir des millions de personnes qui vont être affectées et voire même mourir à cause justement de cette résistance aux antibiotiques et notre complexion physique va être affectée. Donc ce sont des hommes et des femmes qui travaillent à l'échelle multilatérale pour améliorer nos conditions d'existence. Qu'est-ce que ça fait la diplomatie? C'est quoi qu'est-ce que ça? Pourquoi ça marche si bien? Ça rend l'autre moins étranger. Et si ça rend l'autre moins étranger, ça veut dire qu'avec lui, je peux ajuster mes intérêts. Ça ne veut pas dire nier ses intérêts. Ça veut juste dire que nos intérêts peuvent, à un moment donné, se rencontrer et travailler à des intérêts communs, au-delà des intérêts nationaux. C'est un travail d'ajustement. C'est un travail, oui, qu'on pourrait qualifier même de musical. On arrive à la toute fin de l'émission, Stipe Hodac. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission? Beaucoup de choses, impossible résumer et faire la justice à tout ce qui était partagé ici. Mais je vais mettre 2-3 accents en fait. À mon avis, et j'espère que tout le monde est bien d'accord, ces modèles de péchés capitaux nous aident même aujourd'hui toujours d'analyser plusieurs choses, y compris la politique internationale. Moi, j'aime bien aussi notre discussion et articulation de péché d'envie autour de dominance et pouvoir démesuré. Et voici l'élément clé, mesure. Ça se répète à travers notre émission, parce qu'il y a clairement ambiguïté politique entre l'envie, entre guillemets, mesurée, normale, désirer les connaissances, désirer droits humains, désirer la loi qui est partagée, qui est respectée, très bien. Et l'autre forme de l'envie, qui est plutôt destructrice, qui est là pour détruire et pas partager. Et finalement, nous arrivons à la distinction clé, posséder vers partager. Donc au début, on a expliqué que la logique de l'envie, c'est posséder, toujours pourquoi pas moi, pourquoi lui, dans la vision de charité qui s'oppose, miroir de l'envie, on touche une autre logique de partage, de charité, qui est bien présent dans notre interaction interpersonnelle et aussi dans les interactions entre nations,
dans la démocratie, dans la diplomatie, dans la construction de mondes plus justes ensemble. Merci beaucoup. Alors Frédéric Ramel, j'ai cité votre livre qui avait fait, sur lequel on avait fait fond il y a presque un an en fait, hein, la bienveillance dans les relations internationales à CNRS Éditions. Et vous avez fait paraître un autre livre avec Ariad Ranem, Espace mondial aux presses de Sciences Po. Vous avez 1 minute, parce que là, le temps file, vous avez 1 minute pour nous dire ce qu'il y a dans ce livre. Écoutez, c'est une certaine présentation des relations internationales contemporaines, en mettant l'accent sur des grands processus. C'est le processus d'accélération du monde, qu'est-ce que ça fait aux relations entre États, le processus de planétisation du monde, c'est-à-dire l'idée que nous appartenons tous à un même astre et ça crée des clivages. Il y a des États qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas et qui sont ainsi animés par l'envie plutôt que par l'idée d'habiter ensemble sur le même astre cosmique. Et c'est une présentation des différents enjeux. Ça va de la guerre aux questions humanitaires, aux questions économiques et la dynamique du clos et de l'ouvert. L'espace parfois à cause des valeurs qu'on a à nouveau évoquées sur l'hétérogénéité de l'autoritaire, ça fabrique du clos, et puis d'autres valeurs qui sont fondées sur l'ouverture à l'autre et comment elle se ferait plus ou moins un chemin dans les relations internationales contemporaines. Les relations internationales ne se limitent pas aux États. Ils sont là, évidemment, on ne peut pas faire fi, mais il y a aussi des organisations internationales, il y a des individus ordinaires, il y a des acteurs de la société civile, et tout cela doit être pris en compte pour aborder les enjeux de notre temps. Voilà. Espace mondial aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez aussi le retrouver dans les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, consacré encore une fois à notre série de carême sur les péchés capitaux.